Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Aujourd'hui, on s'entretient avec Mme Évelyne Baudin, mairesse de la ville de Sherbrooke. Bonjour, Mme Baudin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on avait certains dossiers ou sujets qu'on voulait parler avec vous, notamment sur le secrétariat à la participation citoyenne, le règlement 1204 et le développement de la ville de Sherbrooke en général, le dossier de l'aéroport de Sherbrooke aussi. Mais avant de commencer tout ça, aujourd'hui, on est le 7 juillet, puis on le sait, le 1er juillet vient de passer, etc. Puis on voulait savoir, dans la situation de la ville de Sherbrooke à l'heure actuelle, les chiffres qu'on a, c'est il y a 36 familles qui étaient sans toit après la fête du déménagement. Puis on voulait savoir à quoi ressemble la situation actuelle et quelle aide les citoyens ont pu bénéficier pour se loger temporairement, si je peux me permettre, en entrée de jeu. On a les derniers chiffres que j'ai eus, mais là, j'ai pas eu les chiffres d'aujourd'hui, c'était autour de 31 ménages. Quand on compare avec l'année dernière, par exemple, à la fin du mois de juillet, il y avait encore 40 ménages qui n'avaient pas trouvé de toit. Donc, on est mieux positionné que l'année dernière, alors que le taux d'inoccupation est beaucoup plus bas que l'année dernière. Alors, faut dire que les associations qui sont sur le terrain, qui accompagnent les gens pour qu'ils se trouvent des solutions, ça marche, vraiment. Les appels à la solidarité aussi qui ont été faits, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Fait qu'on continue à demander aux gens qui ont des opportunités, que ce soit un sous-sol qui est libre, qui peut être un logement, des gens qui auraient une chambre, des logements qui ont peut-être besoin juste de réparations mineures ou de choses comme ça. Donc, on les invite à contacter l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke. Puis, ça nous permet... ce qu'on offre, c'est vraiment des services d'urgence. Donc, les gens qui se retrouvent sans logement ont un endroit où dormir. Puis, ils ont aussi... on les aide pour l'alimentation pendant les 2 premières semaines pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur la recherche. Et on leur offre aussi l'hébergement des animaux parce qu'il y a plusieurs des logements, des ménages qui se cherchent un logement qui ont des animaux parce que, en réalité, plus on a de contraintes ou de particularités, plus ça complique la recherche de logement. Donc, il y a une personne, par exemple, qui est en fauteuil roulant dans celle que j'ai rencontrée au centre d'hébergement d'urgence, plusieurs qui ont des animaux parce que leur liste de critères est nécessairement plus grande que les autres. Donc, c'est plus difficile de trouver quelque chose qui les accommode. Puis, en ce qui a trait au coût monétaire relié à ça, ça se chiffre environ à combien pour cette année, l'aide que vous avez offerte aux citoyens? Bien, on ne le sait pas encore parce que ça va dépendre beaucoup combien de temps les gens vont rester. Tu sais, nous, en gros, il y en a beaucoup qui sont à l'hôtel. Fait combien de temps ils restent à l'hôtel, puis à la fin, ils nous swing le bill, comme on dit en français. Alors, on ne sait pas encore ça va être de combien le coût total. Donc, si je comprends bien, les citoyens, certains citoyens, c'est dans 2-3 semaines, ils n'ont pas été en mesure de se trouver un logement. La ville va continuer quand même à les épauler, où il y a un maximum, il y a une finalité à la durée de cette aide-là. On est obligé de mettre une finalité parce que sinon, les gens, il y en a peut-être qui resteraient dans ce service-là, puis qui, plutôt que de le concevoir vraiment comme une aide d'urgence, commenceraient à l'utiliser un peu plus comme un espèce de service social, là, ou je sais pas trop, un programme social. Fait que, on est obligé de mettre une date de fin. La date de fin actuelle, c'est le 31 juillet. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens mettent le paquet puis qu'ils soient motivés le plus possible à se trouver une solution avant le 31 juillet. Puis, à ce moment-là, il y aura une évaluation pour voir si le service est prolongé et de combien de temps. Puis, est-ce que vous avez eu des entretiens avec le ministère de l'Habitation pour ce qui a trait, dans le fond, à de l'aide financière, pour oui. qu'eux puissent aussi intervenir? Mais en fait, théoriquement, c'est eux qui devraient payer 100% de la facture. Il n'y a comme aucune raison pour que ce soit la ville qui paye pour ça. Mais on le fait parce qu'on ne peut juste pas tolérer que nos gens se retrouvent à la rue. Le gouvernement paye 80 sous
par personne qui habite la ville de Sherbrooke. Donc, le système puis c'est partout au Québec comme ça. Donc, peu importe la grosseur de ta ville, en fait, pas peu importe la grosseur de ta ville, mais peu importe la situation de ta ville, c'est 80 sous par habitant. Ce qui fait à peu près à Sherbrooke là, comme un 136 000 $. Donc, ça couvre pas grand-chose parce que quand on regarde l'année dernière, ça a coûté 462 000 $. Là. Puis cette année, j'imagine que ça va être un plus gros montant étant donné la situation de la pénurie de logements. Ben, c'est difficile à dire. C'est ça. On est beaucoup mieux coordonnés cette année. On a commencé aussi les services plus tôt, ce qui a fait qu'il y a des gens à qui on a trouvé des solutions avant qu'ils se rendent à l'hébergement d'urgence. Donc ça a fait sauver beaucoup d'argent. Puis c'est des choses invisibles, les gens ne le voient pas parce qu'ils ne se sont jamais rendus jusqu'à l'hébergement d'urgence. Donc il y a quand même des choses qui vont... Tu sais, les chiffres le montrent, là, ça va mieux cette année que ça pouvait aller l'année dernière. On va passer maintenant au deuxième sujet, excusez-moi. Le secrétariat à la participation citoyenne. Le 21 juin dernier, les membres du conseil municipal ont adopté une résolution permettant l'embauche de 2 ressources dédiées au nouveau secrétariat qui va être mise en œuvre d'ici quelques mois, j'imagine. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ça va être une instance municipale qui va être indépendante, qui relève du directeur général de la ville de Sherbrooke. Puis, moi, j'avais quelques petites questions. Je sais que ça faisait partie de votre campagne électorale. C'est un enjeu très marquant. Mais moi, en faisant un peu de la recherche, évidemment, par rapport à ce sujet-là, même M. Lucier, l'ancien maire, avait commencé à moderniser la participation citoyenne, ici même à Sherbrooke, avec une étude avec l'INS, avec l'Institut du Nouveau Monde, excusez-moi, je vais dire l'INSPQ. Mais ça, puis selon cette étude, il y avait seulement 20 à 25% des citoyens qui voulaient la mise en place de comités consultatifs comme que vous voulez mettre en œuvre. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez un peu à l'encontre des citoyens qui ont participé à cette étude-là? OK, c'est toute une question. Tu sais, il y a des choses qui s'améliorent, comment dire. Mettons là, qu'il n'y aurait pas de politiciens dans la vie, puis que la ville fonctionnait sans conseil municipal, sans élus. Il y a quand même des choses qui bougeraient, puis qui s'amélioreraient, puis qui seraient dans l'air du temps. Donc, la ville de Sherbrooke s'est améliorée en matière de participation citoyenne dans les dernières années, même si ça n'a pas nécessairement été une priorité politique qui a été mise de l'avant. Là, la différence, c'est qu'il y a un conseil municipal renouvelé qui en fait vraiment sa priorité, son cheval de bataille, la participation citoyenne, puis ça accélère beaucoup les choses. Après ça, pour savoir c'est quoi la meilleure structure de gouvernance d'une ville, moi, c'est une question que je me pose à peu près à tous les jours de ma vie, puis que j'adore, réfléchir à c'est quoi le meilleur fonctionnement démocratique d'une ville. Puis, je pense sincèrement que d'avoir une instance officielle qui est dédiée à ça, ça va aider beaucoup. Est-ce que la meilleure façon de déterminer ce fonctionnement-là, c'est d'y aller par sondage auprès des gens? Je pense que c'est mieux de se baser sur la science, les études, les comparatifs pour pouvoir déterminer la meilleure structure possible adaptée à notre situation. Donc, tu sais, il y avait dans le même sondage que celui auquel vous faites référence. Mais c'est une étude de l'Institut du Nouveau Monde. C'est pas un sondage. OK, bien, il y avait... Mais là, vous avez référé à un sondage, là, où est-ce qu'il y avait 20 à 30 Oui, non, mais on demandait sous quelle forme les citoyens voulaient être consultés, puis celle-là était située entre 20 et 25 là, parce que j'ai pas le chiffre exact. Là. Bien, ça, c'est un peu comme si vous demandez aux gens dans la population combien voudraient être étudiants en politique. Là, les gens, ils veulent être consultés, mais ils veulent pas tout le temps faire partie d'une commission. Ils vont être en faveur de la mise sur pied, par exemple, d'une commission ou d'une instance consultative s'ils se projettent et qu'ils se disent « Ah oui, moi, je pourrais y aller ». Mais sinon, généralement, ils vont dire « Ah, je sais pas trop c'est quoi. Moi, je veux donner mon opinion, mais de façon un peu plus simple. » Donc, ils vont vouloir aller vers des sondages, des trucs qui utilisent les technologies de l'information. Puis ça, c'est pas parce qu'on décide de mettre sur pied un secrétariat à la participation citoyenne qu'on n'ira pas vers des structures de consultation innovantes. En tout cas, moi, au contraire, je pense que ça va aider à aller vers ça et à répondre à leurs besoins. Et en même temps, il faut aussi, selon moi, avoir des instances consultatives permanentes, notamment pour les populations plus marginalisées.
comme peu importe, là, un groupe pour la diversité culturelle, les femmes, les jeunes, les aînés, etc., etc. Puis, ça répond peut-être un peu à ma prochaine question. Justement, le nouveau secrétariat va chapeauter 5 conseils citoyens. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de quel genre de conseil il va y avoir au sein de ce secrétariat-là? Oui, bien là, j'en ai nommé déjà 3. Je pense qu'il me manque celui sur les personnes handicapées. Puis, OK, fait femmes, jeunes, aînés, personnes handicapées, puis diversité culturelle. Je les répète. L'idée, c'est que, tu sais, à Sherbrooke, comme dans d'autres villes, il y a plein d'organismes communautaires qui travaillent pour des populations un peu plus marginalisées. Moi, je viens tu sais, j'ai été beaucoup impliquée dans le milieu communautaire pour les groupes de femmes, par exemple. Puis, il y a un organisme, parce que là, pour les femmes, il y a Femmes et pouvoir, il y a les femmes victimes de violences conjugales, l'agression sexuelle, c'est tous des groupes qui se spécialisent sur différents sujets. Puis, il y a une table de concertation, mais c'est une table de concertation d'organismes. Et on est très proche, en tout cas, on essaye de l'être le plus possible, de ces différentes tables de concertation et des organismes et tout ça. Mais des fois, on aimerait ça avoir un contact directement avec les gens, puis avoir un endroit où ces gens-là peuvent s'impliquer, s'exprimer, se sentir écoutés, puis nous rappeler c'est quoi leur vécu à eux en tant que citoyens et citoyennes qui a une situation, peu importe, là, particulière. Donc, ces conseils citoyens-là, c'est vraiment dédié aux citoyens et citoyennes. Donc, le but, ce n'est pas qu'ils représentent un organisme, ils donnent leur réalité d'être humain. Vous n'avez pas peur, en catégorisant certains citoyens, d'en rejeter quelques-uns, qu'il y en a quelques-uns qui ne vont pas se sentir inclus dans ce dispositif-là de consultation citoyenne? C'est drôle, je m'attendais pas mal à cette suite logique-là dans notre discussion. Les théories sur l'intersectionnalité, puis là, je veux pas aller comme trop en profondeur, là, parce que c'est quand même un peu technique, mais ça a été beaucoup développé dans les milieux de femmes. Puis les femmes, dans leur militantisme, un jour, se sont rendues compte que, par exemple, les femmes blanches de milieux plus privilégiés prenaient parfois beaucoup d'espace dans les milieux militants, puis ça faisait en sorte que les femmes, par exemple, noires, de milieux moins favorisés ou peu importe, se sentaient parfois exclues. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que il faut qu'il y ait des lieux non mixtes, là, comme on peut dire, où les gens peuvent s'exprimer par rapport à une réalité commune. Mais ensuite, c'est sûr que dans notre action municipale, il faudra s'assurer qu'on n'oublie personne. Puis la meilleure façon d'oublier personne, c'est d'avoir des lieux consacrés pour chacune des réalités. Parce que quand on se dit OK, ben on va faire... Puis ça c'est toute l'ADS+, ou l'ACS+, ou vous avez peut-être déjà entendu ça. Moi, j'aime bien parler de... Moi, j'utilise le terme « approche décisionnelle inclusive ». C'est moi qui ai inventé ça, c'est vous googlez ça, je pense. En tout cas, j'ai jamais essayé de googler ça. Vous pourrez essayer. Mais tu sais, c'est de se dire, OK, mettons qu'on veut offrir un service, ou on conçoit, par exemple, une place publique. Wellington Sud, en ce moment, on va avoir quand même plusieurs millions de dollars, là, 10 millions de dollars qu'on veut mettre pour concevoir une place publique. Si on fait juste se dire, on veut la concevoir pour tout le monde, puis qu'on se demande pas comment la concevoir pour les personnes marginalisées, il y a quand même un gros risque qu'on les oublie. Je peux enchaîner sur un autre sujet différent. C'est par rapport au règlement 1204, le développement de la ville de Sherbrooke. En fait, ce nouveau règlement-là, voté à 11 élus contre 4 le 17 mai dernier, signifie notamment que les promoteurs de nouveaux projets immobiliers devront payer de plus grands frais, notamment sur la construction de trottoirs, les pistes cyclables, mais aussi les promoteurs devront défrayer des coûts des plans directeurs, des études de circulation, ainsi que des modifications du réseau existant. D'abord, ce règlement-là fait beaucoup couler d'encre, notamment pour le côté des promoteurs, on ne se le cachera pas, qui ont testé la situation, notamment en mentionnant qu'ils n'ont pas été consultés en amont dans le processus. Tout d'abord, est-ce que c'était une décision voulue ou avec le recul, la situation aurait pu être gérée d'une manière différente du côté des promoteurs, sur cet angle-là, en fait? OK. Vous qui étudiez en politique, ça vous étonnera pas si je vous dis que, tu sais, moi, j'avais eu carrément, je pense qu'il y avait un cours complet qui était dédié aux groupes d'intérêt. Les groupes d'intérêt, c'est
c'est parfois des gens qui vont prétendre parler un peu pour monsieur, madame, tout le monde, ils vont dire vouloir être traités comme monsieur, madame, tout le monde, mais en réalité, il ne faut jamais oublier qu'ils défendent un intérêt. Les promoteurs, c'est un groupe d'intérêts qui défendent un intérêt privé. Et c'est sûr que... imaginez que vous êtes chef d'entreprise, puis que vous avez à faire des mises à pied importantes. Allez-vous aller consulter le syndicat pour lui demander si c'est correct de faire des mises à pied importantes? Je caricature un peu. Évidemment. Évidemment. Mais c'est sûr que quand on va consulter des gens qui sont dans des entreprises, qui sont à la tête d'entreprises privées, sur le fait de leur faire payer plus cher une facture, c'est un peu prévisible quand même ce que ça va donner. Honnêtement, non, je trouve que ça a été bien géré comme dossier. Ça a fini par... ça a quand même marché. Seulement 4 élus contre. Moi, je trouvais que c'était vraiment pas si pire. Puis, quand on se met à regarder dans le temps aussi, la manière dont s'expriment les promoteurs, ils trouvent généralement qu'ils ne sont pas assez consultés parce qu'ils voudraient pouvoir avoir plus de pouvoir, plus d'influence. Il y a un promoteur que j'ai rencontré récemment qui me disait qu'il y a un certain temps, avec un ancien maire, il lui parlait à tous les jours. Puis que pour lui, c'était ça la normalité. C'était de parler tous les jours au maire de la ville. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis moi, je suis extrêmement prudente aussi par rapport aux gens que je rencontre qui défendent des intérêts, puis que ces intérêts-là sont des intérêts privés. Tu sais, quand je rencontre des gens qui sont impliqués dans des OBNL du milieu communautaire, ils défendent peut-être les intérêts du milieu communautaire, mais je sais que c'est pas leur intérêt personnel, c'est pas de l'argent qu'ils défendent, c'est des causes. Donc, ça me dérange pas. Mais je suis quand même beaucoup plus prudente quand je rencontre des gens qui sont en mode défense de leur intérêt privé. Puis, il y a beaucoup de discussions qu'on voit pas en public qui se font de façon naturelle avec l'administration également. Puis, est-ce que l'exemple que vous voulez faire avec le 1204, est-ce que ça se fait ailleurs? Parce que la manière que vous interprétez la situation, c'est que lors des conseils municipaux précédents, là, vous avez dit que les promoteurs parlaient directement au maire. On dirait qu'il y a une certaine tradition à Sherbrooke parce que les promoteurs sont présents et ont un grand pouvoir à Sherbrooke. Donc, est-ce que ça c'est pareil ailleurs ou est-ce que c'est une situation atypique ici qu'on essaie de casser? Honnêtement, c'est difficile. Je peux pas témoigner sur comment ça fonctionne ailleurs. Il y a définitivement une certaine proximité entre la ville et les promoteurs à Sherbrooke qui vient du fait qu'on est... Premièrement, on n'est pas la banlieue d'une autre grande ville. Là, je m'excuse pour Lévis puis pour Gatineau. Mais, tu sais, Longueuil, là-bas. Mais, tu sais, Sherbrooke, on est la capitale de la région. Fait que on est comme autonome. Là. Fait que, tu sais, tout le monde se connaît à Sherbrooke à un moment donné. Là. En tout cas, les promoteurs, on les connaît tous. Puis ils connaissent tous le nom des fonctionnaires par cœur. Puis, donc, il y a quand même une certaine proximité. Mais pour répondre à la question de... Tu sais, ça a des avantages puis des inconvénients. Là. Il y a des risques là, qui viennent avec ça. J'ai pas besoin d'élaborer trop là-dessus. Mais il y a quand même une certaine collaboration aussi qui peut s'installer, qui peut être intéressante, qui est peut-être différente d'ailleurs d'après certains échos que j'ai eus. Je sais pas. Pour ce qui est de savoir est-ce qu'il y a d'autres villes qui le font, en réalité, on était comme une des pires villes au Québec. Là. On était comme la dernière ville à pas le faire. Aujourd'hui, je parlais avec Éric Sévigny, qui est le nouveau directeur général qui vient juste d'être nommé. Il était DG de Bromont jusqu'à à peu près avant hier. Puis, il me disait, ouais, c'est ça, j'ai entendu, ça a fait beaucoup de remous à Sherbrooke, là, l'histoire de, tu sais, vous avez commencé à charger. Il dit, hey, nous, ça fait... Il disait, j'écoutais ça, nous, ça fait 10 ans qu'on a réglé ça à Bromont, là. Fait que, tu sais, on était vraiment en retard, là. Ça avait juste... C'était scandaleux, là. À quel point on finançait, on subventionnait des affaires qu'on n'avait pas pantoute d'affaires à payer, là. Puis qu'ailleurs, c'était pas du tout les villes qui payaient.
en matière de gestion des fonds publics, là, c'était complètement intenable. Puis c'est pour ça que j'ai dit aux promoteurs, puis que je vais tout le temps le répéter, là, c'est que ça, c'était le 1204-5, c'était la 5e modification du règlement 1204. Puis moi, je leur ai dit, préparez-vous, là, il va en avoir une 6e, puis une 7e, puis une 8e. Tu sais, c'était juste un premier tour de roue pour juste régler les affaires les plus évidentes et scandaleuses. Puis après ça, on embarque en innovation. Un des arguments que les promoteurs disaient au effort, c'est que la facture va être refilée directement aux locataires. Les loyers vont coûter plus cher à Sherbrooke. Est-ce que c'est une crainte de votre part d'y aller de l'avant, même si les promoteurs le disent haut et fort qu'ils vont refiler la facture? Mais ils n'auront pas le choix, en fait, de refiler la facture aux futurs locataires. Déjà, en plus, qu'on est dans le contexte de crise du logement, où est-ce que les loyers à Sherbrooke ont augmenté de, je pense, c'est 9 ou à 10% depuis 2-3 ans. Ah, ça a augmenté, ça n'a pas de sens, là. En tout cas, je sais que les 5,5 ont augmenté d'à peu près 25% juste depuis l'année dernière, là. Fait que les prix des habitations locatives ont explosé, là, carrément. Là. Ça devient presque impossible de louer un logement en bas de 1 000 $ à Sherbrooke, alors qu'il n'y a pas longtemps, là, c'était la norme, là, d'avoir des logements en bas de 1 000 $. Mais ces arguments-là sont utilisés, effectivement, pour essayer un peu de faire porter l'odieux à la ville de Sherbrooke par rapport à tout ça. La réalité, c'est que notre but, c'est de favoriser la densification. Donc, ce type de geste-là qu'on pose fait en sorte que les gens, sur un même terrain, à la place de construire une unifamiliale ou un jumelé, vont peut-être vouloir construire davantage du logement, puis du multilogement. Puis d'ailleurs, les chiffres qui ont été avancés par la PCHQ, nous, on les conteste vivement là, par les études qu'on a en main. Là. C'est pas des chiffres qui nous semblent du tout réalistes. Là. Pourquoi vous les contestez? Parce que vous, de votre côté, vous avez d'autres sources. C'est ça, vous avez fait votre devoir, comme vous l'avez mentionné. On a fait nos devoirs, on a regardé c'était quoi l'impact que ça pouvait représenter, puis c'était beaucoup moindre que ce qu'eux disaient. Puis après ça, c'est sûr que ça dépend qu'est-ce que tu en fais de ton terrain. Puis honnêtement, tu sais, puis en plus, ils disaient qu'ils n'étaient pas consultés, mais tu sais, je veux dire, on les a rencontrés, là. J'étais là. Et je leur demandais, je leur ai carrément dit, avant là, que le règlement soit adopté, lors d'une rencontre, spécifiquement pour ça, je leur ai dit, dites-moi quoi changer dans le règlement, là. Go, là. Dites-le-moi. Ils n'ont rien proposé comme modification au règlement, là, ils n'ont rien proposé, à part de ne pas adopter le règlement. Fait que là, à un moment donné, ça ne marchait pas. Là. Puis, c'est ça, tu sais, dans cette rencontre-là, on voyait le clash assez évident parce que eux disaient il n'y a plus de terrain, il faut plus de terrain, puis qu'est-ce que vous allez faire? Puis moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais c'est parce que vous rendez-vous compte que, je veux dire, si on ouvre des nouveaux terrains, un moment donné, vous allez dire, il n'y a plus de terrain, il va falloir ouvrir des nouveaux terrains. Puis, un jour, on va atteindre les limites de la ville de Sherbrooke, là. Et puis, moi, j'ai pas l'intention d'attendre qu'on soit rendu là, puis qu'on ait rasé tout ce qu'il y a de forêt. Quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce qu'on arrête l'étalement urbain? Moi, honnêtement, j'ai comme l'impression, avec tous les indicateurs environnementaux qu'on nous présente en ce moment, là, qu'on l'a atteint la limite de ce que la nature est capable d'endurer. Fait que c'est maintenant là, qu'il faut se poser ces questions-là, puis pas juste se dire... Ça a été juste du pelletage en avant depuis des années et des années. Là. On ouvre un parc industriel, on vend tous les terrains, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un autre, puis on ouvre un autre, puis on développe des nouvelles rues pour faire des maisons, puis qu'est-ce qu'on fait quand ils sont toutes construites? On ouvre des nouvelles rues, puis des nouvelles... Mais c'est parce qu'on est en train de creuser notre tombe, là, collectivement. Lors de votre campagne électorale, l'un des objectifs consistait à, puis là, je prends la citation que vous disiez souvent, c'est se réapproprier notre ville. C'est-à-dire que les décisions du développement de Sherbrooke, notamment sur le plan immobilier, on peut l'inclure là-dedans, concernent plus les besoins des citoyens que les besoins des différents groupes d'intérêt, comme on en a glissé tout à l'heure. Est-ce que le règlement 1204 vient dans cette mesure affirmer ces objectifs et à quel point ce règlement est le premier d'une série de mesures? Oui, c'est vraiment un ensemble de mesures. Tu sais, le 1204, puis là, si vous me lancez sur tous les règlements, il y a plein de choses que je peux dire, mais mettons, là, OK, on a le règlement 1200
qui est le règlement d'urbanisme, de zonage, qui est un règlement super important que je rêve de revoir de fond en comble. On a le règlement 1204 qui est sur les ententes promoteurs, celui dont on a discuté. On a le 12.0, je sais plus quoi, qui parle d'intégration architecturale. Puis, on en a d'autres, le règlement conditionnel, des affaires quand même assez usage conditionnel, des affaires assez techniques là, que je commence à avoir l'impression, après 4 ans, de pas pire comprendre à un bon niveau. Là. Puis, je pense que oui, c'est important d'aller en profondeur dans tous ces règlements-là. Puis aussi, il y a le schéma d'aménagement, qui est comme une espèce de grosse vision là, qui vient attacher tous ces règlements-là ensemble. Puis c'est à travers tous ces gestes-là qu'on pourra vraiment se réapproprier notre développement pour s'assurer que... Parce que, pour vrai, le Québec, puis c'est pas juste Sherbrooke, hein, le Québec s'est développé dans une perspective de profit, en réalité. T'sais, la question qui est posée quand on change une forêt en quartier, en nouveau quartier, c'est comment est-ce que je rentabilise. T'sais. Donc ça, c'est la logique du privé. Puis, moi, j'ai pas de problème à ce que du monde fasse de l'argent en immobilier. Je pense juste que ça peut pas être la seule considération. Je pense qu'il faut accorder davantage d'importance à la qualité de vie de ces gens-là. Donc, vraiment voir, OK, c'est quoi nos critères par rapport... Tu sais, des niaiseries, mais qui sont vraiment super importantes, comme la largeur de la rue, parce que ça crée l'imperméabilisation des sols. Ça influence la vitesse, ça influence le confort des gens à pied et à vélo, les commerces de proximité. C'est sûr que quand on ouvre tout un nouveau quartier puis que c'est que du zonage résidentiel bord en bord, les gens vont... Je veux dire, t'as même pas encore déménagé, t'as même pas encore construit une seule maison, tu sais que ça va être dépendant à la voiture dans ce quartier-là, si c'est juste du résidentiel bord en bord. Après ça, il faut que tu penses au fait qu'il y a des gens qui ont des enfants, qui ont besoin d'une école à proximité. Tu as besoin d'avoir des services de transport. C'est pour ça qu'on parle aussi des TOD, qui est Transit Oriented Development, donc le développement orienté vers les transports. Donc, à la place de tout construire, puis après ça, se demander comment on va aller faire passer un autobus dans l'espèce de spaghetti qu'on vient de construire, pourquoi est-ce qu'on se dit pas comme « Hey, ça, c'est un bon axe de transport, il me semble que ce serait une bonne place pour mettre une tour à condo là, tu sais. » On va continuer un peu sur le sujet que vous avez commencé. Moi, je voulais parler un peu de ville à échelle humaine, donc oui. Ça tombe bien. C'était l'un des sujets que les jeunes du Conseil municipal jeunesse se sont penchés. Puis, j'imagine que c'est aussi une volonté de la part de votre administration de changer le développement à Sherbrooke pour s'orienter vers plus une ville de proximité, où est-ce que les gens délaissent plus la voiture pour aller chercher le transport durable, que tout soit à proximité, l'épicerie, l'école, mais en fait, le plus possible. Comment ça pourrait se traduire, une ville à échelle humaine à Sherbrooke, considérant que pendant les 40, 60 dernières années, on a vraiment axé le développement de Sherbrooke sur les quartiers résidentiels. La voiture, comment que vous, en si peu de temps, pendant le premier mandat, là, il reste 3 ans, là, comment vous pouvez changer le développement à Sherbrooke? Oh, là, je suis pas sûre que je vais réussir à faire de Sherbrooke une ville entièrement à échelle humaine seulement en 3 ans. Je me dis, peut-être qu'une des façons simples d'expliquer c'est quoi une ville à échelle humaine, c'est de comparer à une ville à échelle voiture. Si on caricature, d'un côté, il y a la ville à échelle humaine, de l'autre côté, il y a la ville à échelle voiture. Puis, quand on se met à porter ces lunettes-là, là, je vous dis, vous êtes comme plus capable après ça de les enlever. Quand vous vous rendez compte, quand vous portez les lunettes de à quel point nos villes sont conçues pour les voitures, après ça, ça vous frappe. Les largeurs de rue versus la largeur des trottoirs. La distance entre 2 bâtiments sur le boulevard Bourque. Quand vous marchez, quand vous êtes à pied sur le boulevard Bourque, vous vous rendez compte que le boulevard Bourque n'est pas fait pour des êtres humains. Parce que, premièrement, il n'y a pas de trottoir tout le long. Là. Il n'y a même pas des trottoirs partout. Tu te sens vraiment pas à ta place. T'sais, moi, dans ma vie, là, je peux vous nommer une couple de fois où je me suis pas sentie à ma place. Là. Mais quand tu es à pied dans une ville qui est faite pour des voitures, tu te sens pas à ta place. Puis,
c'est toutes sortes de plein de petits gestes. Une des choses là, qu'on essaye de faire, c'est retirer les bretelles d'accès à l'intérieur de la ville. Tu sais, les bretelles qu'on prend pour embarquer ou pour sortir d'une autoroute, des fois, on retrouve ça au milieu de la ville. Comme exemple, au coin Bowen puis Galtest. Il est proche de l'école secondaire Saint-François de la Montée. Oui, exact. Donc là, il y a comme une bretelle. Mais ça, c'est quoi l'avantage des bretelles? C'est la fluidité automobile. En auto, là, c'est extraordinaire, les bretelles. Moi, je suis aussi automobiliste dans la vie, en plus d'être cycliste et piétonne, comme beaucoup de gens. Puis, on adore ça, les bretelles, quand on est en voiture, pas besoin d'attendre la lumière. Voilà, tu tournes, c'est réglé, c'est fluide, c'est le fun. Mais à pied puis en vélo, c'est vraiment pas le fun. Quand tu es en vélo puis que tu veux aller en ligne droite, que tu traverses une bretelle, tu es tout le temps en train de regarder par-dessus ton épaule s'il n'y a pas quelqu'un qui va te rentrer dedans. Puis quand tu es à pied, ça te fait une traverse supplémentaire à faire pour ton intersection. Fait que ça, je vous donne cet exemple-là. J'aime ça des fois donner des exemples, peut-être c'est trop précis, mais c'en est un exemple de c'est quoi une ville qui n'est pas tout à fait à échelle humaine. Quand on est... plus il y a de verdure... Tu sais, bottom line, les êtres humains, on est des animaux, hein, puis on l'oublie, là. Les animaux, ça vit dans la nature. Fait qu'il faut comme, de façon anthropique, réussir à comme créer un milieu naturel. C'est nous qui construisons notre ville, puis il faut que ça devienne vraiment un milieu de vie pour l'être humain qu'on est, puis on a besoin de ça, de la verdure, des arbres. Moi, je connais personne qui trouve qu'un arbre, là, arc les arbres, ça me lève le cœur, là, parce que c'est juste naturel. Les êtres humains, on aime ça, les arbres, tu sais. Puis, même chose pour les fleurs, pour la verdure en général, puis pour des espaces... tu sais, il y a des livres qui se sont écrits, dont un que j'avais peut-être même déjà cité au Conseil municipal jeunesse, qui était « Et si la beauté rendait heureux ». Puis, ça parlait de la beauté autour de nous, dans notre environnement. Moi, j'ai travaillé en économie, j'ai travaillé sur le bonheur. Puis, je suis profondément convaincue que la beauté de notre environnement, ça nous rend heureux. Puis, quand on se promène dans des quartiers, exemple pseudo-industriels, des vieux quartiers industriels un peu abandonnés, un peu louches, on se sent pas bien. Personne veut vivre dans un endroit comme celui-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours garder en tête. Vous avez parlé des pistes cyclables. Moi, quand je regarde l'état des pistes cyclables à Sherbrooke, ce que je constate, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, d'un. Ils sont peu sécuritaires sur les grands axes routiers. Là. Quand je pense à peu sécuritaire, chemin du Plessis, 80 km/h, à côté, il y a une piste cyclable sur la route. Sinon aussi sur les grands axes aussi. Il y a un cycliste justement qui est décédé auquel que vous avez présidé le Tour du silence. Vous êtes vous-même cycliste. Est-ce que c'est dans votre priorité justement d'améliorer les pistes cyclables à Sherbrooke, puis en même temps d'offrir une réelle alternative au transport individuel qu'est la voiture pour que les gens prennent leur vélo? Évidemment, à Sherbrooke, la population, c'est une population qui est très active, qui profite des beaux espaces, puis je vois souvent des gens faire du vélo, mais ce que j'en remarque beaucoup, c'est la sécurité. Les cyclistes sont pas réellement protégés des automobilistes. Comment que vous pourrez, au cours de la prochaine année, changer, dans votre mandat, en fait, changer l'état actuel des pistes cyclables? Est-ce que ça fait partie de votre priorité aussi? Oui, absolument. La mobilité, c'est fondamental dans une ville à échelle humaine, si je fais le lien avec le sujet précédent. Puis, c'est ça. Il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites à Sherbrooke. Moi, j'aime beaucoup l'axe de la Magog, qui est parallèle à la rue King, mais qui est vraiment hors rue. Il n'y a pas de lumière. Faut dire, c'est le chemin que je prends à peu près tous les jours quand je vais à l'hôtel de ville. Je suis chanceuse d'être dans ce secteur-là parce que de mon domicile à l'hôtel de ville, je suis quasiment tout le long protégée. Fait que c'est extraordinaire. Néanmoins, aujourd'hui, je suis allée au CHU Fleurimont parce qu'il y avait une activité de vélo, justement. Puis, je trouve que dans Fleurimont, je me sens pas en sécurité en vélo.
Je trouve que tout le long de la 12e avenue, ou ben, en tout cas, pas tout le long, il y a une partie de la 12e avenue où c'est mieux, où il y a une piste cyclable, unidirectionnelle, surélevée un peu, comme un trottoir. Ça, c'est super. Mais après ça, on tombe avec une bande de peinture par terre qui est comme au milieu de la rue, quasiment, sur une rue à sens unique double où les gens roulent très vite. Puis là, je suis pas bien. Puis je suis pas bien non plus quand je descends la rue Terril en vélo. Puis je suis pas bien dans plusieurs endroits dans ce secteur-là. Donc oui, c'est effectivement une priorité, la mobilité durable, notamment le vélo, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avenir dans ce mode de transport-là, qui est beaucoup plus accessible qu'on pourrait croire. Puis, ce qu'on veut faire, c'est adopter un plan de mobilité durable intégré. Donc, en gros, une espèce de planification pour déterminer c'est quoi la prochaine affaire qu'on doit faire. Puis, il y a des pistes cyclables à relier, il y a des pistes cyclables à améliorer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Plusieurs qui demandent des investissements supplémentaires. Donc, ça va être, entre autres, au budget qu'il va falloir voir combien on est capable de dégager par rapport à ça. Mais après ça aussi, tu sais, il y a eu des pistes cyclables extrêmement coûteuses qui ont été faites à Sherbrooke qui sont une catastrophe. Par exemple? Bien, celle qui me revient tout le temps en tête, puis c'est sûr, c'est dans mon coin, puis j'ai été conseillère de ce secteur-là, la piste cyclable devant le carrefour de l'Estrie, ça a été extrêmement coûteux. Puis moi, j'appelle ça une catastrophe, là, parce que on croise comme quelque chose comme 8 entrées charretières sur 1,5 km en bidirectionnel. C'est pas fluide, c'est pas sécuritaire. J'ai déjà eu une quasi-collision aussi dans ce secteur-là, alors que je respectais toutes les normes, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais là, cette fois-là, je respectais toutes les règles, puis j'ai failli me faire frapper par un VUS. Fait que, il faut qu'on optimise chaque dollar investi dans les pistes cyclables pour qu'il soit mis là où c'est le plus essentiel. Puis, plutôt qu'aller vers la facilité. T'sais, pour moi, le vrai succès au niveau des pistes cyclables ne se mesure pas nécessairement en nombre de kilomètres, parce que ça peut être relativement facile de faire des lignes blanches par terre dans des rues où il n'y a pas de voiture. Ça rajoute plein de kilomètres, mais ça ne change rien dans la vie des cyclistes. Il va falloir s'attaquer aux vraies questions difficiles, comme comment on passe sur la rue Belvédère entre Galt puis Portland. Je sais pas si ça vous situe un peu, là, mais en vélo, il n'y a aucune alternative. Il n'y a aucun autre lien là, pour passer comme en ligne droite. Super dangereux. Puis ça va être vraiment tough. Là. On est au centre-ville. Un axe, c'est une des intersections les plus achalandées, la King-Belvédère. Fait que répondre à ces questions-là, ça va être tough, mais il faut le faire. Parce que c'est ça qui va faire que les gens vont se mettre à utiliser plus leur vélo. Là, comme tu dis, il faut que le monde arrête d'avoir peur de mourir. Ça, c'est vraiment un bon incitatif quand tu n'as pas peur de mourir. Prendre le vélo, oui. C'est ça. Mais est-ce que s'inspirer un peu de Montréal puis faire un réseau express vélo pourrait être une alternative, justement, sur les grands axes routiers de la ville de Sherbrooke? Ah, moi, j'y crois vraiment. Tu sais, on parle beaucoup de réseaux structurants ou de projets structurants en transport en commun. Je pense que c'est incontournable, mais ça va l'être aussi pour les vélos. Moi, je le vois déjà, comme je vous dis, pour moi, la colonne vertébrale de ce réseau-là, c'est l'axe de la Magog. En réalité, tu sais, la colonne vertébrale à Sherbrooke de notre réseau routier, c'est la rue King. Donc, il faut à peu près un équivalent cyclable. On l'a déjà beaucoup avec l'axe de la Magog. Le problème, c'est qu'après ça, dans l'Est, ça disparaît un peu, là. Fait que faut qu'on détermine où est notre colonne vertébrale, puis comment on rajoute des bras, des jambes, puis plein d'affaires, plein de membres à cette colonne vertébrale-là. Fait que je pense qu'on est capable, oui, de développer quelque chose comme ça qui va être inspirant, attirant. Puis je dirais même que d'avoir vu comment ça se passait, parce que j'ai vraiment suivi comment ça se passait à Montréal de très près, là, je suis allée l'essayer, le rêve, j'ai été à l'inauguration, où je sais pas trop, il y a eu une couple de manifestations, puis tout ça, c'était super. J'espère que nous, à Sherbrooke, on va être capable de faire des affaires aussi ambitieuses, mais avec
beaucoup moins de déchirement du côté des commerces, notamment. Oui, au début, il y avait beaucoup de réticence, même Ouais. de la part d'une grande partie de la population, mais en général, avec le recul, le réseau Express Vélo fonctionne très bien. Puis, C'est- honnêtement, il y a plusieurs villes qui pourraient s'en inspirer, dont Sherbrooke, là, qui a un manque au niveau des pistes Tu sais, cyclables et des skis. Quand tu vois des enfants faire du vélo en pleine ville sur des artères principales, tu sais que tu as atteint ton objectif. La vérité, là, c'est qu'à Sherbrooke, là, on a quand même un bout de Belvédère qui a une piste cyclable, là. Mais moi, je connais personne qui enverrait son enfant là. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait encore assez sa coche. Le jour où on va voir des enfants se promener à vélo à Sherbrooke d'un quartier à l'autre, là, on va savoir qu'on a réussi. On pourrait passer à l'autre sujet, l'aéroport de Sherbrooke, lien Ok. Sherbrooke-Montréal. C'est très complexe, là. On va pas aborder avec vous le côté plus administratif, là, avec ce qui a été annoncé au cours ce qui avait été annoncé, en fait, avec les démissions, le départ, tout ça. Cependant, ce qui est important de comprendre pour l'aéroport de Sherbrooke, c'est que la ville met une contribution financière d'environ 575 000 $ par année. Puis c'est quand même un gros montant, considérant que le budget de l'aéroport environ, c'est un peu moins d'1 million de dollars. On sait que le DG de l'aéroport a quitté. On sait pas pourquoi, par contre. Puis, on présume qu'il aurait sûrement quitté puisque le dossier aérien entre Montréal et Sherbrooke, c'est pas un dossier qui avance. C'est pas une volonté politique, je crois, de développer un lien commercial par avion, en fait. Juste dire lien commercial par avion. Si c'est pas par les voies aériennes, à quoi devrait ressembler le lien entre Sherbrooke et Montréal? Bien, déjà, je veux juste nuancer. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'un lien aérien commercial se développe entre Sherbrooke et Montréal. Je pense juste que ceux qui devraient payer pour ça sont ceux qui vont en bénéficier. Exactement. Dans le fond, Donc, vous voulez pas que la ville subventionne un tel projet. Hein? C'est ça. Je pense que la subvention de la ville devrait être vraiment minime. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça devrait être les taxes foncières qui prennent un risque financier pour un lien, pour un projet qui est vraiment commercial. Alors, on est en train de regarder pour le projet de dessert commercial s'il y a un intérêt du côté d'investisseurs autres que la ville. Puis, si tel est le cas, ben tant mieux, tu sais, go, allez-y, il n'y en a pas de problème, tu sais, d'avoir un projet de vol commercial. Si le marché est là, puis qu'eux, ils pensent que ça peut marcher, ben ils vont mettre leur argent sur la table, puis ils vont pouvoir bénéficier d'un vol commercial. Fait que ça, c'est pour ce qui est du vol commercial. Mais effectivement, je crois personnellement que l'avenir du lien Sherbrooke-Montréal est terrestre. Pourquoi? Parce que personne ne va aller à Montréal en avion. Si on fait un lien aérien vers Montréal, ça va être pour aller ailleurs qu'à Montréal. Mais Montréal comme destination finale, c'est super important pour le développement économique de Sherbrooke. Je veux dire, combien de fois par année vous allez vous-même à Montréal ou les auditeurs et auditrices, il y a plein de monde qui ont de la famille là-bas. C'est la moitié du Québec qui habite dans la région de Montréal, là. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas bénéficier du rayonnement économique de notre métropole au Québec, alors qu'on est situé à seulement 1h30 de voiture de cette métropole-là. Donc, il faut un lien terrestre efficace. Puis je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui me partageait son opinion puis qui a une expertise dans le domaine, puis qui disait il faut que ce lien-là aussi soit électrique. Je pense effectivement qu'il faudrait que ce soit électrique, que ce soit collectif. Est-ce qu'il faut que ce soit par autobus? Est-ce qu'il faut que ce soit par train, tramway, monorail? Moi, je crois beaucoup au monorail, mais il n'y a pas vraiment de projet tant que ça dans l'air en ce moment. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'un lien en transport collectif durable vers Montréal comme destination finale. Le lien entre Sherbrooke-Montréal, c'est une volonté politique de la part aussi de François Legault. Il en a fait mention lorsqu'il était venu la dernière fois dans la région. Est-ce que vous avez discuté avec lui par rapport à ça, ou même M. Bonnardel, qui avait affirmé qu'il allait statuer en bonne et due forme sur une stratégie avec vous? Est-ce que vous avez rencontré M. Legault ou M. Bonnardel pour discuter du lien Sherbrooke-Montréal?
Oui, bien, M. Legault, j'ai eu l'occasion de le croiser 2 fois jusqu'à maintenant dans ma longue Il est vie venu, de mairesse. Il est venu souvent à Sherbrooke dans le dernier mois, on l'a Ouais. remarqué. Oui, puis il va probablement revenir aussi, mais tu sais, moi, l'occasion, tu sais, c'est ça, rencontrer le premier ministre pour pouvoir y parler. Là, j'ai été extrêmement privilégiée de pouvoir y parler pendant 45 minutes quand il est venu pour la zone d'innovation. Donc oui, ça fait partie des sujets qu'on a abordés. On a aussi beaucoup parlé de logement. Mais on a parlé aussi de mobilité. Et lui, il trouvait qu'effectivement, ça avait bien du sens, tu sais, l'idée d'avoir un lien Sherbrooke-Montréal terrestre, que ce soit le train, que ce soit autre chose. Donc, je pense qu'il y a une belle ouverture de ce côté-là. Du côté du ministre responsable de l'Estrie et aussi ministre des Transports, M. Bonnardel, il y avait un grand intérêt aussi pour ce type de projet-là. Mais il faut comprendre que c'est des projets qu'on travaille maintenant, qui vont voir le jour dans 10 ans. Mais si on veut qu'ils voient le jour dans 10 ans, il faut que ça avance maintenant. Il ne faut pas juste se dire comme « Ah, ça va arriver dans 10 ans, puis on y travaillera dans 10 ans. » Sinon, ça n'arrivera juste jamais. Fait que, donc, M. Bonnardel, ce qui est super intéressant aussi, c'est que lui, il est aussi dans la région de Granby, qui s'adonne à être entre Sherbrooke et Montréal. L'autre extrêmement grand avantage pour moi d'un lien terrestre, c'est de pouvoir bénéficier à d'autres localités sur sur le chemin entre Sherbrooke et Montréal. Qu'est-ce qu'il y a entre Sherbrooke et Montréal à part Granby? Il y a Bromont, qui s'adonne à être le 2e pôle de la zone d'innovation de Sherbrooke. Il y a des liens au niveau du quantique entre l'Université de Sherbrooke et entre Bromont. Honnêtement, il y a un avenir là. Puis quand on parlait de développement orienté vers les transports, il y en existe un train en ce moment, là, Sherbrooke-Montréal. C'est juste que c'est de la marchandise, c'est pas optimal. Il y a beaucoup de choses à régler là-dessus. Puis vu que c'est compliqué, parce que le fédéral, c'est tout le temps compliqué, puis le provincial, c'est pas tout le temps simple non plus, on dirait que le monde, il décide de se concentrer sur autre chose, finalement. Mais c'est incontournable. Pour moi, c'est sûr qu'il y a un grand avenir là-dessus. On parle du développement régional, tout passe par la mobilité. Hein. Pendant la prochaine campagne électorale, est-ce que vous allez justement parler de... Est-ce que c'est une volonté pour la ville d'avoir un lien ferroviaire? Est-ce que vous allez en parler, justement? On va être en campagne électorale. Vous parlez au niveau du Québec, là? OK, parce que moi, je suis pas encore rendue à penser à ma prochaine campagne électorale. Non. Ben, je parle de la campagne électorale. Oui, c'est ça, parler au niveau du Québec. Oui, donc, oui, effectivement, ça fait partie des projets qu'on veut mettre de l'avant. Là. Moi, j'essaie de voir un peu la stratégie. J'ai établi ma liste de souhaits pour le gouvernement du Québec. Puis là, j'essaie de voir stratégiquement, est-ce que je les pitch toutes? Est-ce que j'en choisis? Est-ce que j'en partage avec certains collègues d'autres villes pour qu'on soit stratégique? Là? Fait qu'on est en train de réfléchir à tout ça. Puis déjà, je vous dirais que à mon sens, l'enjeu numéro 1 pour la campagne, ça va vraiment être le logement. Il va falloir qu'on voit quelle place il reste, entre guillemets, pour les autres enjeux. Mais c'est sûr que la mobilité, oui. Puis je vous inviterai, en fait, tout le monde qui nous écoute, si jamais il y a des enjeux qui vous tiennent à cœur pour la campagne, ben faites du bruit, parce que la campagne, c'est fait pour ça, là, pour se faire entendre. Puis, je veux dire, moi, je parle quand même fort, mais plus il y a de monde qui parle, plus ça aide à faire bouger les choses. Madame Baudin, merci infiniment pour votre temps. Ça fut très apprécié, très enrichissant. Puis bonne continuité à l'Hôtel de Ville pour les 1001 dossiers que vous avez à traiter, vous et votre équipe. Bien, merci.